Bienvenue à notre module, le montage du plan d'affaires. C'est le second module que nous allons considérer. La dernière fois, nous avions vu la nécessité de comprendre l'entrepreneuriat en tant que domaine, en tant que discipline, en tant que champ d'études. Et on a considéré le fait que pour se lancer en affaires, il faut nécessairement avoir certaines compétences. On a énuméré ces compétences, ces qualités dont il est nécessaire pour se lancer en affaires et réussir en affaires. Et le fait que le cours concerne non seulement le lancement ou la création d'entreprise, mais aussi l'administration des affaires. Maintenant, on a vu le fait que se lancer en affaires implique nécessairement une idée d'entreprise. C'est la première démarche. Avant de se dire qu'on veut créer une entreprise ou qu'on veut devenir entrepreneur, il faut avant tout avoir une idée d'entreprise. Et cette idée d'entreprise sera étudiée, sera analysée, sera implémentée et sera travaillée dans le contexte à mettre en place un plan d'affaires. Et c'est notre module d'aujourd'hui. Et j'aime cette citation, bien gérer une entreprise, c'est gérer son avenir, et gérer son avenir, c'est gérer son démarrage. En principe, tout passe par une phase de démarrage. Donc, l'entreprise, avant de grandir, avant de croître, doit nécessairement être lancée. Donc, dans ce contexte, il faut parler du démarrage d'entreprise. Et c'est là que l'idée de se lancer en affaires prend toute son importance. Et c'est là que le plan d'affaires devient un outil assez important pour se lancer en affaires. Maintenant, la première question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi vous faut-il un plan d'affaires? Il vous faut un plan d'affaires parce que ce plan va vous servir de guide. Ce plan va vous servir de feuille de route. Donc, au lieu de faire de l'amateurisme, au lieu de faire du surplace, au lieu de fonctionner à l'improviste, le plan d'affaires vous permet d'avoir une certaine structure d'abord au niveau de vos idées, à savoir où est-ce que vous êtes présentement, où est-ce que vous souhaitez vous y rendre et quelle est la démarche à entreprendre pour sortir du point A au point B. Donc, un plan d'affaires, en principe, sera votre premier guide, sera le premier document, sera la feuille de route pour vous guider dans cette entreprise entrepreneuriale. Deuxièmement, un plan d'affaires va servir de document de négociation, ou si vous voulez, de document de discussion, si vous devez rencontrer des institutions financières pour parler de vos projets, pour parler de l'entreprise que vous voulez mettre en place. Maintenant, une fois que vous rencontrez, qu'il s'agisse des investisseurs potentiels ou qu'il s'agisse d'une banque, certainement, ils vont vouloir savoir qu'est-ce que vous avez en tête. Mais ce que vous avez en tête doit nécessairement être retranscrit sur du papier pour explorer différentes avenues, pour voir comment est-ce que vous avez développé, comment est-ce que vous avez effectivement réfléchi sur cette idée d'entreprise. Donc, ils vont vouloir savoir et qu'est-ce que vous avez en tête en termes de marché, et qu'est-ce que vous avez en tête en termes de mode d'organisation, et qu'est-ce que vous avez en tête en termes de coût du projet, et ce que ce projet va rapporter en termes de chiffre d'affaires ou en termes de profit. D'où la nécessité d'avoir un plan d'affaires. Donc, on va dire dans l'ensemble, un plan d'affaires, c'est d'abord pour vous, pour vous-même. Deuxièmement, un plan d'affaires, c'est pour les autres, parce que vous devez nécessairement impliquer d'autres personnes dans la démarche. D'abord, vous-même, vous avez un guide qui est le plan d'affaires. Ensuite, les autres, en fait, d'autres personnes ou d'autres institutions que vous voulez impliquer dans le contexte de cette entreprise. D'où la nécessité d'un plan d'affaires. Maintenant, certains diraient, est-ce qu'il faut nécessairement avoir un plan d'affaires pour se lancer, de la mesure où beaucoup d'entrepreneurs à travers le monde ne disposent pas ou ne disposaient pas de plan d'affaires avant de se lancer? Bon, il faudrait dire que ce n'est pas parce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas eu à élaborer un plan d'affaires, c'est la raison pour laquelle il ne vous faut pas un plan d'affaires. Au contraire, il faut savoir que d'autres peut-être n'ont pas eu à coucher sur du papier leur idée d'entreprise, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils n'avaient pas un plan.
Maintenant, il faut aussi comprendre le fait que certains entrepreneurs qui se sont lancés en affaires, peut-être qu'ils se sont lancés avec leurs fonds propres. Donc, ceci dit, ce n'était pas nécessaire pour eux d'avoir un document pour aller à la recherche de financement, soit auprès d'une institution financière, soit auprès des actionnaires potentiels. Mais dire qu'ils n'avaient pas un guide, dire qu'ils n'avaient pas un plan, ce serait mal jugé parce que personne ne va se lancer dans un investissement à l'aveuglette. Donc, ceci dit, un plan d'affaires est important et même pour l'entreprise qui est en croissance, non seulement pour l'entreprise en démarrage, mais l'entreprise qui veut se développer, l'entreprise qui veut conquérir d'autres parts de marché, l'entreprise qui veut lancer de nouvelles lignes de produits, il est nécessaire pour cette entreprise de faire ce travail de réflexion, de faire ce travail de planning. Comme je l'ai dit la dernière fois dans le dernier cours, faillir de planifier, c'est planifier la faillite. Donc, il importe de planifier et le plan d'affaires, dans ce contexte, c'est l'outil de planification par excellence. Maintenant, de quoi se compose un plan d'affaires ou à quoi ressemble un plan d'affaires? Un plan d'affaires, c'est une succession de plans. Donc, dans un plan d'affaires, on retrouve trois plans. On retrouve d'abord un plan de marketing et ce plan de marketing va adresser la réalité du marché, à savoir c'est quoi ce marché que vous voulez desservir. Est-ce que c'est un marché qui existe déjà? Est-ce que c'est un marché que vous allez créer? Quelle est la réalité de ce marché en valeur et en volume? Nous parlons de combien de personnes? Nous parlons de marchés qui existent où? Dans quelle ville? Dans quelle commune? Dans quelle communauté? Enfin, quelles sont les habitudes d'achat de ce marché? Quel est le pouvoir d'achat de ce marché? Donc, il importe d'avoir des informations sur ce marché pour savoir effectivement est-ce que ce marché est porteur? Est-ce que ce marché nécessite cet investissement? Donc, dans ce contexte, il vous faut un plan de marketing. Et ce plan de marketing sera inspiré à partir de ce qu'on appelle une étude commerciale ou une étude de marché. L'étude de marché va fournir les données nécessaires pour élaborer un plan de marketing. Pourquoi? Parce que sans information, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Alors, une étude de marché va fournir les données. Ces données seront converties en informations et l'information sera nécessaire pour élaborer un plan d'affaires. Deuxièmement, il vous faut un plan de gestion. Certains parlent du plan de gestion comme un plan d'opération, c'est-à-dire pour les opérations que vous allez lancer, pour implémenter cette entreprise, qu'est-ce qu'il vous faut en termes de ressources humaines, qu'est-ce qu'il vous faut en termes de ressources matérielles. Il est important de pouvoir considérer ces différents types de ressources. D'abord, la ressource principale, c'est l'information. Maintenant, en dehors ou en plus de l'information que vous avez, quels sont les gens qui vont participer dans cette entreprise? Ici, quand je parle de ressources humaines, je peux faire référence aux personnes qui seront impliquées tant dans la gouvernance de l'entreprise au niveau stratégique que les personnes qui seront impliquées au niveau fonctionnel, c'est-à-dire au niveau managérial, et ceux qui seront impliqués au niveau opérationnel, donc les employés qui travaillent dans des questions relatives à l'entreprise, dans sa gestion au quotidien, dans les activités de base de l'entreprise. Donc, il faut pouvoir déterminer ces trois catégories. Si vous aurez un conseil d'administration et qui va s'occuper des questions stratégiques, des managers qui vont travailler au niveau fonctionnel et des employés et au niveau opérationnel. Maintenant, dépendamment de la taille de l'entreprise ou dépendamment de sa structure juridique, vous pouvez ne pas avoir un conseil d'administration dans la mesure où c'est une entreprise unipersonnelle ou une entreprise individuelle, donc vous êtes le seul à bord, mais vous n'êtes pas le seul à tout faire au sein de l'entreprise. Donc là, vous aurez des employés. Il est important de déterminer le qui fait quoi, quand et comment. Donc, dans ce contexte, il vous faut un plan de gestion des opérations ou, dépendamment du type d'entreprise que vous avez, un plan de gestion des opérations et de la production. Donc, tout ceci pour dire comment est-ce que vous allez articuler la gestion de l'entreprise en sorte que le produit fini ou le service atteigne le client. C'est ce qu'il vous faut. De A à Z, quelle est la démarche? Quels sont les gens qui sont impliqués dans le processus?
quels sont les équipements qu'il vous faut pour effectivement assurer cette gestion, comme on appelle en anglais le supply chain, et au niveau de l'entreprise. Troisièmement, c'est le plan financier. Le plan financier nous permet de nous poser la question à savoir combien et quand, c'est-à-dire combien d'argent est-ce que je dois dépenser en termes d'investissement, quel est le coût de l'investissement pour l'entreprise, combien d'argent sera dépensé, et ensuite, qu'est-ce que ça va rapporter en termes de chiffre d'affaires et en termes de profit, en passant par les obligations mensuelles et que l'entreprise aura à faire face. Et tout ça demande un plan financier. Et dans ce plan financier, on aura aussi des ratios financiers qui seront étudiés pour savoir est-ce que l'entreprise se porte bien, ou du moins, quelle est la réalité, quels sont les indicateurs qui doivent démontrer est-ce que l'entreprise est en bonne santé financière. Maintenant, telles sont les composantes au niveau d'un plan d'affaires. Donc, le plan d'affaires est composé de 3 plans, un plan de marketing, un plan de gestion et un plan financier. Et ce plan d'affaires répond à un ensemble de questions, à savoir quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez vendre? Qu'est-ce que vous allez produire? Qu'est-ce que vous allez lancer? Et même, pourquoi est-ce que vous vous lancez en affaires? Donc, je pense que c'est la première question. C'est la question du quoi. Que voulez-vous faire? Deuxièmement, pour qui? Pour qui, c'est-à-dire, quelle est la clientèle qui est ciblée? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'adresser tel besoin au niveau de tel segment de clientèle? Pourquoi? Ensuite, la question, c'est où? Où se trouve cette clientèle-là que vous comptez desservir? Est-ce une clientèle que vous allez desservir de manière virtuelle, c'est-à-dire une clientèle une clientèle avec qui vous entretenez des relations au niveau Internet? Enfin, disons que des clients qui sont un peu partout, l'aspect zone géographique n'est pas un élément déterminant pour vous parce que c'est un client qui va faire ses achats en ligne. Ou est-ce que c'est un client qui est sur place? Est-ce que c'est un client qui est de passage? Je ne sais pas. Mais autant de questions et dont il est important pour vous de pouvoir répondre. Où se trouve ce client et comment est-ce que vous allez desservir ce client? Donc, est-ce que ce client sera desservi de manière directe? Est-ce que ce client sera desservi de manière indirecte? Est-ce qu'il existe un circuit de distribution pour atteindre ce client? Quatrième question, avec qui et pourquoi? C'est-à-dire, et à la question et concernant le statut juridique de l'entreprise, est-ce que vous allez travailler seul ou est-ce que vous allez travailler avec d'autres personnes dans le contexte d'un actionnariat? Qui sont ces gens et pourquoi est-ce que vous faites appel à ces gens? Est-ce que vous faites appel à eux parce qu'ils disposent de capitaux ou est-ce que vous faites appel à eux parce qu'ils disposent de compétences ou d'un certain savoir-faire nécessaire à la mise en œuvre de l'entreprise? Et la dernière question, c'est quand et combien? Quand est-ce que l'entreprise sera profitable? Quand est-ce que l'entreprise sera rentable? Quand est-ce que l'entreprise va commencer à faire des profits? Et combien d'argent est-ce que nous espérons faire, nous espérons réaliser au niveau de l'entreprise, qu'il s'agisse de chiffre d'affaires ou qu'il s'agisse de profit. Donc, dans l'ensemble, voilà les questions importantes et auxquelles le plan d'affaires va tenter de répondre. Et n'oubliez pas, un plan d'affaires, c'est une feuille de route qui vise à guider le chef d'entreprise, le futur chef d'entreprise, si vous voulez, dans sa démarche de lancer une entreprise. Et deuxièmement, un plan d'affaires est utile parce que si vous comptez rencontrer des gens, qu'il s'agisse de nouveaux actionnaires ou des institutions financières pour contracter un prêt, certainement, il vous faut avoir un document qui présente la vision de l'entreprise, ce que l'entreprise veut réaliser, et ce document sera composé de 3 parties. Un plan marketing, un plan de gestion et un plan financier. Présentement, nous allons considérer la première partie du plan, à savoir le plan marketing. Si vous avez des questions déjà sur le plan d'affaires, vous pouvez commencer par les noter quelque part et après, vous pourrez les poser ces questions. Maintenant, le plan marketing, comme je l'ai dit tantôt, le plan marketing s'inspire, si vous voulez, des études de marché que vous devez entreprendre dans ce contexte. Et en principe, on dit souvent que le client est roi. Mais le client est roi, que veut le roi? Parce que beaucoup d'entreprises ne savent pas ce que veut le client
Et quand vous ne savez pas ce que veut le client, il est très difficile de pouvoir satisfaire ce client-là. Donc, vous risquez quelque part de passer à côté parce que vous n'êtes pas en mesure de savoir avec précision ce que veut ce client. Maintenant, pour vous aider dans la démarche, c'est là que vous entreprenez une étude commerciale ou une étude de marché dans le contexte du plan marketing à rédiger. Donc, ceci va vous permettre de savoir effectivement quelle est la réalité de ce marché. Est-ce que c'est le marché par excellence que vous devez desservir ou est-ce que vous ne devriez pas considérer un autre marché dans ce contexte? Ce qui nous amène à considérer ce que nous appelons l'étude commerciale. L'étude commerciale, c'est une étude de marché. Donc, les entreprises qui ont du succès, et on va dire que ce sont ces entreprises qui connaissent leurs clients. Ils ont une bonne connaissance des clients et aussi ils ont une connaissance des concurrents. Pourquoi? Parce que la connaissance que l'entreprise dispose ou va disposer de ses concurrents, c'est justement ce qui va permettre à l'entreprise de pouvoir faire ce qu'on appelle un positionnement. C'est-à-dire, si vous savez ce que vos concurrents offrent aussi sur le marché, donc vous pouvez déterminer maintenant ce que vous devez offrir en termes de produits ou en termes de services et à quel prix. Donc, ceci vous permet de savoir comment est-ce que vous devez vous positionner par rapport à la concurrence. Parce que vous ne pouvez pas offrir exactement ce qu'offre la concurrence. Il vous faut pouvoir vous distinguer, il vous faut avoir une marque distinctive, il vous faut nécessairement avoir un positionnement qui soit le vôtre. Donc, dans ce contexte, vous êtes différent, les clients savent en quoi vous êtes différent. Quand un client décide d'acheter chez vous et non chez l'autre, il sait pourquoi. Il sait pourquoi parce que vous vous distinguez. Il sait pourquoi parce que vous avez un produit, vous avez un service qui répond mieux à ses besoins par rapport à ce qui est offert au niveau de la concurrence. Donc, la première étape critique à franchir pour élaborer un plan de marketing, comme je l'ai dit, c'est l'acquisition d'informations et d'informations précises à propos de votre clientèle et de vos concurrents. Donc, dans ce contexte, il vous faut commencer par établir des objectifs, à savoir pourquoi je dois mener une étude commerciale. Bon, la réponse est simple, vous menez une étude commerciale, c'est pour pouvoir disposer d'informations précises et claires sur vos clients et sur vos concurrents. Maintenant, quelle est la nature de ces informations? La nature de ces informations devront vous porter à mettre en place un questionnaire d'enquête. En principe, c'est la première démarche. On se fixe des objectifs et sur cette base, on détermine un questionnaire pour pouvoir collecter des informations. Mais avant de commencer à collecter les informations, il faut se poser la question à savoir quelle est la source de l'information, d'où est-ce que l'information va provenir. Bon, vous pouvez commencer par effectuer une recherche documentaire, c'est-à-dire vous consulter des documentations qui existent et qu'il s'agisse au niveau de l'IHSI, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, et qui dispose d'informations sur certains secteurs d'activité. Et ces informations peuvent vous être utiles dans le cadre de votre démarche. Vous pouvez aussi consulter le site de la BRH, la Banque de la République d'Haïti, brh.net, et ce site peut aussi vous procurer pas mal d'informations et sur certains secteurs d'activité que vous visez. Maintenant, il existe d'autres sites, il existe d'autres institutions qui peuvent aussi vous fournir des informations. Donc, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous voulez faire, d'où est-ce que cette information va provenir. Deuxièmement, vous pouvez aussi collecter les prospectus publicitaires et les annonces des concurrents parus dans la presse, par exemple, et vous faites ce qu'on a dit en anglais, ce que les Américains appellent le benchmarking. Donc, c'est le fait d'aller voir ce que font les autres. Donc là, vous collectez ces différentes affiches publicitaires et ne serait-ce que pour voir comment est-ce que ces concurrents approchent leur marché. Ils approchent leur marché avec quel produit, avec quel prix et comment est-ce qu'ils vendent, quel est leur circuit de distribution. Tout ceci pour avoir accès à autant d'informations sur la clientèle, sur la concurrence, pour pouvoir savoir comment mieux articuler
ce que vous-même, vous allez offrir à votre client dans ce contexte. Troisièmement, ça peut être en visitant des foires, en visitant des expositions, en visitant d'autres manifestations et en fait des foires ou d'autres types d'expositions que des entreprises peuvent réaliser s'ils ont un stand où ils présentent leurs produits. Donc là, vous pouvez y voir et quelle est leur démarche, qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce qui n'est pas offert, et pour mieux vous positionner dans ce contexte-là. Maintenant, vous pouvez aussi, enfin, non seulement vous pouvez consulter des données secondaires, qu'il s'agisse des documents que vous pouvez trouver, qu'il s'agisse des prospectus que vous pouvez collecter. Et ça, c'est en ce qui a trait à la documentation secondaire. Mais aussi, vous pouvez conduire une étude de marché à proprement parler. Et là, il s'agit de mener une enquête, et qu'il s'agisse par entretien ou sondage au mini-test auprès de votre clientèle potentielle. Est-ce que pour collecter des informations qui ne sont pas disponibles au niveau des données secondaires. Mais aussi, vous pouvez observer les concurrents sur le terrain et observer comment ils vendent et observer l'interaction entre les clients et ses concurrents pour pouvoir trouver l'information qu'il vous faut pour avancer. Maintenant, quand vous vous lancez en affaires, la première question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que vous allez vendre? Et donc, c'est là que vous commencez avec votre plan marketing. Et le plan marketing, le premier élément qui intervient dans ce plan, c'est la politique de produit. Qu'est-ce que vous allez vendre? Qu'est-ce que vous allez offrir à ce marché? Et donc, la première démarche qu'il s'agisse pour vous de réaliser, c'est de décrire le produit ou le service que vous allez vendre. Donc, si vous ne connaissez pas trop bien ce que vous allez vendre, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour vous lancer en affaires parce que c'est la première démarche. Il vous faut pouvoir élaborer une description claire, une description simple de ce que vous allez vendre à ce marché. Maintenant, il vous faut vous poser la question à savoir, la demande pour ce produit ou pour ce service est-elle stable, est-elle à la hausse ou est-elle à la baisse? Parce qu'il vous faut nécessairement, à partir de la connaissance de ce que vous voulez vendre, savoir quelle est la situation de la demande pour ce produit ou ce service. Par exemple, si vous êtes sur un marché, si vous voulez investir sur un marché où la demande est stable, bon, stable veut dire quoi? Stable veut dire une demande qui n'augmente pas ou qui ne diminue pas, qui reste stagnante. Là, il faudrait savoir pour quelles raisons cette demande n'augmente pas pour ce produit. Maintenant, si la demande est à la hausse, donc certainement, c'est le meilleur secteur d'activité où vous pouvez vous trouver, parce que comme on va le voir plus tard, parce que la demande est en hausse, donc vous avez la possibilité d'augmenter les prix pour faire jouer la loi de l'offre et de la demande. Maintenant, si la demande est en baisse, pourquoi est-ce que vous voulez vendre sur un marché où la demande pour ce produit ou ce service est en baisse? Pourquoi? Parce que là, ça va affecter votre capacité ou la capacité de l'entreprise à être rentable. Donc, c'est pourquoi il existe un ensemble de questions que l'entrepreneur doit d'abord se poser ou des informations que l'entrepreneur doit nécessairement aller rechercher avant même de se lancer en affaires. Maintenant, comme je l'ai dit au début, ça ne veut pas dire que tous les entrepreneurs ont fait cette démarche, mais les entrepreneurs qui ont l'opportunité de faire une telle démarche au niveau d'une étude commerciale augmentent leurs chances de réussite. Donc, c'est-à-dire, et le fait pour, enfin, ils sont en train de diminuer le risque de pouvoir faire faillite parce qu'il y a des questions qu'ils se sont posées antérieurement. Si je sais que la demande pour ce produit est en baisse, alors ça ne vaut pas la peine. Donc, ça ne vaut pas la peine de me lancer dans cette entreprise pour laquelle la demande est en baisse. Deuxièmement, et ça c'est une question très pertinente, qu'est-ce qu'il faut faire croire qu'il existe une demande pour ce produit ou ce service? C'est-à-dire, est-ce que ça résulte tout simplement d'une illusion de votre part? Est-ce que ça résulte de ce que vous pensez ou de ce que vous croyez sans avoir des évidences nécessaires pour cette croyance? Ou est-ce que c'est parce que vous avez fait une observation, l'observation, vous avez pu documenter ce que vous avez observé
et c'est sur la base de cette observation que vous postulez qu'effectivement, il existe une demande. Donc, est-ce que vous avez pu documenter l'existence de cette demande? Pourquoi? Parce que souvent, on peut être amoureux d'une entreprise qu'on veut lancer, d'un produit ou d'un service qu'on veut vendre, et qu'il nous faut ce qu'on appelle un reality check. Il nous faut faire face à la réalité pour savoir effectivement, est-ce que ce que nous avons en tête, est-ce que ce que nous ressentons, est-ce que c'est conforme à la réalité? Et d'où la nature de cette question, l'importance de cette question à savoir, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il existe une demande pour ce produit? Cette croyance est basée sur quoi? Est-ce que cette croyance est basée sur des données? Est-ce que cette croyance est basée sur des évidences? Est-ce que cette croyance est basée sur l'observation d'un segment de clients pour savoir effectivement, quand je dis qu'il existe une demande pour ce produit, voilà sur quoi est-ce que je me base pour faire une telle affirmation. Maintenant, une autre question, pas sans importance, c'est qu'est-ce qui engendre la vente de ce produit? Quand je dis qu'effectivement, il y a une demande, il y a un besoin pour ce produit, comment est-ce que je sais qu'il y a une demande ou qu'il y a un produit? Et maintenant, qu'est-ce qui engendre la vente? Pourquoi les gens sont intéressés à acheter ce produit? Est-ce que les gens sont intéressés à cause du prix? Maintenant, si les gens sont intéressés à cause du prix, est-ce que je peux vendre avec le meilleur prix possible? Parce que si la clientèle pour ce produit est sensibilisée par le facteur prix, est-ce que je peux offrir le meilleur prix qui soit? Si la clientèle pour ce produit est influencée par la qualité, est-ce que je suis en mesure d'offrir la meilleure qualité qui soit? Parce que si la décision est prise sur la base de la qualité et que moi, je ne peux pas faire, je ne peux pas offrir ce niveau de qualité, ça ne vaut pas la peine pour moi de me lancer en affaires. Parce que le client est sensible par rapport à la qualité. Il y a aussi le service après-vente, service avant-vente, service après-vente. Le service avant-vente, c'est tout ce qui concerne, si vous voulez, la fourniture d'informations aux clients sur le produit. Le service après-vente, c'est tout ce qui concerne les doléances, la gestion des doléances du client en termes de réparation du produit, en termes de remboursement, etc. Tout ce que vous voulez au niveau du service après-vente. Maintenant, si le service après-vente, c'est ce qui détermine, c'est ce qui pousse le client à faire son choix pour ce produit-là, pour ce service, à faire ce produit particulièrement, un service ne demande pas, en fait, dépendamment du type de produit ou du service qui est vendu, le service après-vente peut être important ou ne pas être important. Si, par exemple, j'achète une connexion Internet, une connexion Internet, c'est un service, mais ce service est vendu avec tout un appareillage. Donc, j'ai des appareils qui sont impliqués dans ce processus-là, comme un routeur, par exemple, et qui est connecté avec la compagnie. Maintenant, s'il me faut un service après-vente et que si je dois attendre 4-5 jours avant que le fournisseur vienne chez moi pour réparer l'appareil, donc là, il y a un véritable problème. Donc là, je ne considère pas que ce fournisseur est fiable, je ne considère pas que ce fournisseur a la capacité de me satisfaire. Et c'est la même chose pour vous. C'est la question que vous devez vous poser aussi. Si vous allez vendre quelque chose et que le service après-vente est déterminant dans ce contexte, est-ce que vous pouvez offrir ce service après-vente? Maintenant, si ce sont les relations interpersonnelles qui jouent dans la vente de ce produit, est-ce que vous avez les contacts qu'il faut? Est-ce que vous avez un carnet d'adresses qui véritablement répond à ce qu'il faut pour pouvoir rentrer dans ce secteur-là? Si c'est la technologie qui est importante dans ce secteur-là, est-ce que je dispose du dernier état de l'art en matière de technologie pour pouvoir rentrer dans ce secteur? Donc, il existe un ensemble de questions que l'entrepreneur doit se poser lui-même. Et l'entrepreneur, pour se poser ces questions, doit avoir ces informations sur le marché. Donc, une fois que ces données sont disponibles à l'entreprise, à l'entrepreneur, l'entrepreneur maintenant peut faire son devoir de maison, il peut se poser des questions, il peut explorer, il peut évaluer la justesse de cette opportunité d'affaires, à savoir, est-ce qu'il faut effectivement me lancer dans ce secteur ou pas? D'où l'importance de la planification. Donc, avec la planification, au lieu de dépenser et de réfléchir après,
vous réfléchissez avant et vous dépensez après. Donc, dans ce contexte, vous minimisez les risques liés à la faillite d'entreprise, tout simplement pour avoir lancé un produit ou un service dans un secteur ou dans une communauté où la demande n'existe pas. Enfin, vous pouvez toujours dire vous allez créer la demande, ou la demande est en baisse, ou les facteurs qui supportent cette demande, vous ne maîtrisez pas encore ces facteurs-là. Vous ne maîtrisez pas le prix, vous ne maîtrisez pas la qualité, vous ne maîtrisez pas la technologie, vous ne maîtrisez pas le service après-vente, vous n'avez pas les relations personnelles qu'il faut, vous ne maîtrisez pas la technologie et vous voulez vous lancer dans ce secteur-là. Donc ça, c'est une recette annoncée pour la faillite. D'où la nécessité pour l'entrepreneur de se poser ces questions avant de se lancer en affaires. Donc, l'autre question que vous devez vous poser, c'est quels sont vos avantages par rapport à la concurrence. Maintenant, si vous offrez le même produit que la concurrence, maintenant, pourquoi les gens devraient acheter chez vous et non ailleurs? Si vous avez le même produit, si vous avez le même prix, et si vous êtes placé au même endroit que la concurrence, pourquoi acheter chez vous? Donc, quel est l'avantage comparatif que vous avez? Et ce concept, c'est un concept sur lequel nous allons revenir plus tard. Le concept d'avantage comparatif et encore avantage compétitif, c'est-à-dire ce que vous avez en plus, ce qui va porter la clientèle à savoir que c'est chez vous, en principe, que je devrais acheter et non pas chez l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez le meilleur prix qui soit. Pourquoi? Parce que votre produit ou votre service présente une valeur ajoutée que le produit ou le service de la clientèle ne présente pas. Ou du moins, vous avez le meilleur service après-vente dans la communauté. Ou du moins, la technologie que vous utilisez, c'est une technologie de pointe qui garantit, si vous voulez, la satisfaction des besoins de la clientèle. Et donc, il faut que vous vous posiez cette question, à savoir quel est l'avantage que vous avez par rapport à la concurrence. Car il ne suffit pas tout simplement d'imiter la concurrence parce que les gens vendent ce produit, alors ça veut dire qu'il y a une demande pour ce produit et donc vous allez vendre la même chose dans les mêmes conditions. Bon, effectivement, ça peut marcher pour certains, mais dans tous les cas, ça ne marche pas. Et comme on parlait d'entrepreneuriat dans le premier module, l'une des choses qui caractérise l'entrepreneur, c'est l'esprit d'innovation. Donc, certainement, si vous vous lancez en affaires, il vous faut faire preuve d'innovation, il vous faut innover. Maintenant, innover veut dire quoi? Innover veut dire faire quelque chose qui est différent. Innover veut dire avoir une approche, avoir une méthodologie qui est différente. En principe, on voit l'innovation. L'innovation peut être soit dans le produit lui-même ou soit dans le procédé. Procédé de fabrication ou procédé de vente, procédé de distribution. Mais quelque part, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous distingue de la concurrence. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire de l'argent et en imitant la concurrence, mais vous limitez votre potentiel et dans ce contexte parce que en faisant mieux, certainement vous pourriez vendre mieux, vous pourriez vendre plus et réaliser un profit beaucoup plus significatif par rapport à ce qui est déjà offert au niveau de la concurrence. Autre question importante, c'est quels sont les règlements qui s'appliquent à votre produit ou service. C'est-à-dire, si vous allez vendre un produit, il vous faut savoir est-ce qu'il existe si vous voulez, une réglementation et est-ce qu'il existe une législation qui s'applique à votre produit. Par exemple, si vous voulez vendre des médicaments, il faut savoir que c'est un secteur où le circuit de distribution par excellence, c'est une pharmacie. Et donc, dans ce contexte, vous ne pouvez pas vendre n'importe où, n'importe comment. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui est régulé quelque part. Donc, dépendamment du secteur d'activité où vous voulez investir, il faut savoir est-ce qu'il existe une réglementation, est-ce qu'il existe une législation et qui touche à ce secteur d'activité. Et ça, il faut le savoir avant de vous lancer. Qu'aurez-vous besoin comme emballage? En fait, dépendamment de ce que vous offrez comme produit, il peut être nécessaire pour vous d'avoir un emballage. Alors, je dois vous dire que l'emballage fait aussi partie du produit. Parce que quand le client achète, il achète le produit et l'emballage qui va avec.
Donc, dans ce contexte, il faut savoir comment est-ce que vous allez présenter ce produit que vous allez vendre. D'où est le titre de cette partie, à savoir la politique de produit. Donc, c'est là que vous devez d'abord insister à savoir comment est-ce que ce produit sera présenté, sous quelle forme, quelle doit être l'apparence que ce produit doit présenter aux yeux de la clientèle afin que la clientèle puisse se sentir en confiance, pour que la clientèle puisse se dire, moi, je me retrouve dans ce produit parce que ce produit non seulement satisfait ce pourquoi le produit est fait, mais aussi ça satisfait une certaine convoitise au niveau des yeux, au niveau de ce à quoi et le client s'attend à avoir. Donc là, il faut nécessairement penser à l'emballage. Quel niveau de sécurité sera fourni pour rassurer le consommateur? Et ça, c'est une question d'importance. Si vous êtes dans les produits alimentaires, bon, vous êtes dans l'agroalimentaire, donc là, il vous faut vous assurer que les produits que vous vendez et que la clientèle va consommer, et ce ne sont pas des produits nocifs. Ces produits ne vont pas rendre malade la clientèle. Et là encore, ça rentre au niveau des règlements qui doivent s'appliquer. Est-ce que ce produit doit nécessairement avoir une date d'expiration? Si ce produit doit avoir une date d'expiration, alors il vous faut pouvoir suivre cette date d'expiration. Il vous faut nécessairement pour vous assurer que vous pouvez disposer de la qualité nécessaire pour que ce produit puisse rassurer le consommateur en termes de sécurité. Parce que c'est quelque chose qui peut vous aider aussi. Et c'est là que vous pouvez vous distinguer de la concurrence. Par exemple, il y a des produits qui présentent les faits nutritionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre dans la composition de ce produit. Bon, certainement, il y a des gens qui ne se préoccupent pas de lire qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la bouche, mais il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus avisées et qui veulent savoir quelle est la teneur en sucre, quelle est la teneur en ci, en ça, au niveau du produit. Donc, si c'est important pour eux, donc il faut nécessairement pour vous, au niveau de votre politique de produit, de présenter ces informations parce que la clientèle juge ces informations utiles avant de consommer votre produit. Et là encore, faudrait que vous assuriez que si le produit arrive à expiration, vous ne pouvez pas vendre ce produit. Malheureusement, il y a des entrepreneurs mal intentionnés qui arrivent même jusqu'à changer les dates d'expiration. Et ça, c'est criminel, c'est condamnable. Donc, il faut nécessairement que vous décidiez sur le niveau de sécurité et qui sera fourni aux consommateurs, en sorte que, et tout cela rentre dans cette politique de fidélisation de la clientèle. Parce que quand la clientèle sait que la qualité est importante pour vous, donc certainement, et ça va se parler. Donc, il y aura ce phénomène de bouche à oreille et qui va jouer en votre faveur, où des gens vont vouloir acheter chez vous parce qu'ils savent que vous êtes sensible par rapport à la qualité, parce que la sécurité du consommateur est importante pour vous. Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser par rapport à la politique ou bien dans la politique de produit. Maintenant, à quoi est-ce que ce produit, à quel besoin ce produit répond? Est-ce que c'est en termes de gain de temps? C'est-à-dire que ça facilite la clientèle de pouvoir atteindre, de pouvoir toucher. En fait, ça permet à la clientèle de pouvoir réduire le nombre de temps que ça prend. Et pour une transaction, par exemple, le fait pour quelqu'un d'acheter en ligne et d'avoir une plateforme e-commerce, comme on dit. Donc, cela évite les déplacements. Il y a récemment quelqu'un qui a lancé une entreprise et pour les gens qui ne veulent pas se rendre dans les supermarchés. Donc, tout ce qui est disponible dans les supermarchés sont aussi disponibles sur son site Internet et vous achetez et on vous livre le produit chez vous. Donc, ça répond à un gain de temps quand on considère le temps que cela prend dans les embouteillages, le temps que cela prend pour aller et revenir et faire ses achats. Donc, le fait pour quelqu'un de pouvoir faire tout cela en ligne, ça, c'est intéressant. Donc, ça répond à ça aide au niveau au niveau du gain de temps que ça peut apporter aux clients. Et il y a aussi le problème d'espace. Et comme on voit aujourd'hui, et au niveau de certaines entreprises, il y a des espaces de collaboration où, au lieu pour quelqu'un d'avoir son propre bureau,
et son propre espace. Donc, on peut se partager et ces espaces, et en fait, on les présente souvent sous la forme de cubes, où un entrepreneur peut pouvoir bénéficier de certains services et dans un contexte, au lieu d'avoir sa propre infrastructure, au lieu de pouvoir payer et sa propre sécurité, d'avoir et sa propre génératrice. Et donc, si tout ça, c'est disponible dans ce contexte ou bien dans cette infrastructure, donc c'est quelque chose qui peut jouer en faveur de l'entreprise. Donc, il importe enfin, si vous voulez vous lancer en affaires, de savoir et votre service répond à quel besoin. Et ça peut être un besoin d'argent dans le contexte que ce que vous vendez coûte moins cher que la concurrence. Donc, le client sait qu'en achetant votre produit, il va pouvoir bénéficier, il va pouvoir avoir bénéficier d'une certaine économie, avoir un certain gain, et que s'il devait acheter, et si vous voulez, et au niveau de la concurrence. Donc, comme souvent, il y a des entreprises qui vendent à prix d'usine, c'est-à-dire au lieu d'avoir une marge et qui sera récupérée par un distributeur, donc vous avez maintenant la possibilité soit d'acheter en gros, et en achetant en gros par rapport au détail, donc là, vous avez un meilleur prix, donc là, vous avez un gain dans ce contexte. Donc, il importe pour la clientèle de savoir qu'est-ce que effectivement vous offrez. Est-ce que votre produit répond à un besoin de sécurité, à un besoin de confort, un besoin de nouveauté? Qu'est-ce que vous ajoutez au client? Qu'est-ce que votre produit présente en termes de valeur ajoutée? Est-ce une garantie de la qualité? Est-ce au niveau de la technicité, la ponctualité, la disponibilité, je voudrais dire, la souplesse, les délais d'exécution, les horaires, étendue du choix? Donc, autant de questions importantes que vous devez vous poser dans votre politique de produit. Alors là, je dois vous dire que ça, c'est la première démarche à faire parce qu'on va dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à offrir. Et ce que vous voulez offrir doit être peaufiné, doit être étudié, en sorte que ça puisse répondre à un besoin, soit que ce besoin existe déjà, que vous allez satisfaire ce besoin, ou soit que c'est un besoin que vous allez créer au niveau d'un secteur d'activité. Mais tout compte fait, il vous faut pouvoir disposer d'informations sur la clientèle, des informations sur la concurrence pour savoir comment articuler, comment présenter votre produit, comment votre produit sera présenté et aussi de savoir quelle sera la valeur ajoutée de ce produit pour la clientèle. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire différemment? Il ne s'agit pas uniquement de copier ce que font les autres, mais il s'agit de voir par rapport à votre connaissance, par rapport à l'information dont vous disposez, qu'est-ce que vous allez faire différemment, qu'est-ce que vous allez vendre, qu'est-ce que vous allez offrir, quel est le service que vous allez présenter. Et ça, je dois vous dire, c'est le point de départ pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires. Donc, vous allez vous lancer en affaires, c'est que vous allez vendre un produit ou vous allez vendre un service. Maintenant, il vous faut être en connaissance de ce que vous vendez. Malheureusement, il existe des gens, enfin, ce ne sont pas des entrepreneurs, mais beaucoup plus malheureusement des gens qui sont dans la vente et qui ne connaissent pas le produit qu'ils vendent. Tel ne devrait pas être votre cas. Il vous faut avoir une connaissance exacte de ce que vous vendez. Pourquoi? Parce que c'est cette connaissance que vous avez qui va justement déterminer la valeur ajoutée que vous allez présenter au niveau de votre produit et de savoir au préalable pourquoi ce produit sera acheté par la clientèle. Qu'est-ce qui fait que la clientèle devrait s'intéresser à ce produit-là? Parce que vous n'êtes pas le seul à offrir ce service ou ce produit. Il y a d'autres concurrents qui, avant vous, sont dans ce secteur d'activité et qui offrent les mêmes produits ou les mêmes services. Et il y a des gens aussi qui disent que si vous voulez rentrer dans un secteur d'activité et que vous voyez que vous êtes la seule personne à vendre dans ce secteur d'activité, la question que vous devriez vous poser, c'est est-ce que c'est parce que nul n'a pensé à satisfaire ce besoin-là ou est-ce que c'est un besoin qui n'est pas nécessairement, enfin, qu'on ne peut pas nécessairement satisfaire ou le fait de présenter un service pour ce besoin-là
ça ne va pas marcher. Mais de toutes les façons, il y a des questions que vous devez vous poser. S'il n'y a personne dans ce secteur, il vous faut vous demander pourquoi. Pourquoi il n'y a personne? Est-ce que parce que je suis plus intelligent? Est-ce que c'est parce que j'ai pu voir des opportunités que les autres ne voyaient pas? Donc, il vous faut nécessairement vous poser des questions quand vous voulez rentrer dans un secteur d'activité pour offrir un produit ou un service. Donc, l'ensemble des questions que j'ai présentées dans ce module-là, et ce sont des questions que vous devez vous poser vous-même. Cependant, pour avoir accès à ces informations, cela vous demande de collecter des données. Ces données peuvent être collectées à partir de sources primaires, c'est-à-dire quand vous réalisez une enquête, quand vous réalisez un sondage, quand vous réalisez une étude de marché à proprement dite, ou ça peut être des données que vous récupérez à partir de sources secondaires. Sources secondaires, ça peut être des rapports d'enquête que d'autres ont déjà fait, ça peut être des informations disponibles au niveau de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, au niveau de la Banque de la République d'Haïti, sur leur site Internet. Ça peut être des prospectus que vous collectez et des brochures, des pamphlets des entreprises existantes. Et ça peut être le fait pour vous de participer à des foires, de participer à des événements et qu'organisent et les gens qui sont déjà dans ce secteur d'activité, ne serait-ce que pour avoir accès à des informations, à savoir comment est-ce que ces entreprises opèrent. Maintenant, une fois que vous avez accès à cette information, vous allez pouvoir vous positionner. Positionner veut dire agir différemment par rapport aux autres. Donc, vous collectez des informations, vous faites ce que les Américains appellent le benchmarking, qui consiste à aller voir ce que font les autres pour que vous puissiez vous-même développer votre produit et que ce produit puisse véritablement répondre à un besoin différencié au niveau de la clientèle. Donc, on va voir plus loin cette politique de différenciation, comment ça devrait s'articuler, comment une entreprise peut approcher son marché tout en vendant le même produit, mais comment il peut faire preuve d'innovation, comment il peut être différent au niveau de son approche pour que la clientèle puisse se retrouver dans ce qui est offert. Et souvent, c'est ce qui fait la beauté ou le charme des Japonais, comme on dit, et qui aiment et prendre un produit, par exemple un produit qui est vendu sur le marché américain par les Américains, ils prennent ce produit et ils désassemblent ce produit et le produit est disséqué en ses différentes composantes. Ensuite, ils font l'assemblage de ce produit différemment et différemment avec d'autres composantes qui seront ajoutées, d'autres facilités qui seront mises en place au niveau de ce produit et ce produit sera encore vendu sur le marché américain. Et là, les gens vont se retrouver avec ce produit et se dire, ça c'est un produit nouveau, c'est une innovation et pourtant c'est un produit que eux-mêmes vendaient, mais qui tout simplement a été retravaillé. Pourquoi? Parce que pour ces Japonais, il y a un souci de faire mieux, il y a un souci d'aller au-delà des sentiers battus et ne pas offrir exactement les mêmes produits qu'offre tout le monde. Pourquoi? Parce que nous pouvons tous faire preuve de créativité et d'innovation. Nous sommes des créateurs, étant des enfants d'un Dieu créateur. Nous aussi, nous avons la capacité de créer. Nous pouvons faire les choses différemment. Nous pouvons faire avancer les choses. Nous pouvons bâtir sur ce qui existe déjà. D'où l'importance de se poser un ensemble de questions dans la politique de produit. Donc, la prochaine fois, nous allons considérer dans le prochain module, nous allons voir, et maintenant au niveau de la clientèle, OK, quelles sont les informations qu'il me faut sur le produit ou le service, et donc quelles sont les informations qu'il me faut aussi sur la clientèle. Et donc là, nous allons passer du temps à explorer la clientèle, quitte à savoir quelles sont les informations qu'il me faut sur la clientèle afin de pouvoir aller droit au but, afin de pouvoir présenter un produit ou un service qui répond exactement aux attentes de la clientèle. Parce que c'est ça la qualité. La qualité consiste à satisfaire les attentes. Une fois que les attentes sont satisfaites, la qualité est délivrée. Mais pour pouvoir délivrer cette qualité, il faut être en connaissance des attentes de la clientèle. Que veut le client? Comme on l'a dit au début, le client est roi. Si le client est roi, que veut le roi? Et c'est là qu'on va pouvoir satisfaire ce client. Et ça passe par ce que nous appelons une étude commerciale ou une étude de marché. C'est ce que nous avons vu
dans ce deuxième module. La prochaine fois, on va continuer avec ce module en insistant davantage sur les informations qu'il faut collecter en vue de pouvoir satisfaire les besoins de la clientèle. Merci et à la prochaine.